Bonjour, je vais tenter aujourd'hui de vous parler du réel avec un grand R, c'est-à-dire ce qui est en soi, la réalité qui est en soi. Et par ailleurs des réalités, c'est-à-dire telles que nous concevons le réel. Et enfin du rôle de la conscience dans tout ça. Ce sera probablement une petite série de quelques films du même genre. Et aujourd'hui, nous allons commencer par l'introduction, c'est-à-dire tout ce qui est terminologie. Ici aussi, les mots vont être importants, et comme il n'existe pas vraiment de terminologie interdisciplinaire, en la matière, c'est-à-dire des choses qui sont à la fois communes à la philosophie, à la science et à d'autres matières. Nous utiliserons ici le terme plutôt philosophique, le terme de réel pour ce qui est, c'est-à-dire la réalité en soi. Nous utiliserons le terme d'ailleurs réel sera souligné quand il fait référence au réel, hein. Donc si vous voyez des choses avec des choses soulignées, ça voudra dire c'est référence au réel. Quant à la réalité, c'est ce qui est perçu et qui est comprise par nous les hommes. C'est ce qui est perçu du réel et comprise du réel par nous les hommes. Donc le réel et la réalité sont indissociables, mais parfois distincts. Comme par exemple, je perçois un soleil qui se lève à l'horizon, qui fait le tour de la Terre, puis qui se couche. Ça, c'est ma réalité. Le réel, en l'occurrence, c'est l'inverse. C'est la Terre qui gravite autour du soleil. Alors, comment procède l'homme, le philosophe, le scientifique, ou tout comme le kidam, vous et moi, vis-à-vis de ce réel? Eh bien, dans sa réalité, dans notre réalité, nous avons des interactions avec la nature, avec l'univers, donc avec le réel. Et grâce à ça, nous pouvons mettre en place aussi des instruments pour la mesurer. Nous avons des perceptions grâce à nos cinq sens, hein, l'ouïe, la vision, l'odorat, etc., le toucher. Nous pouvons raisonner à partir de ce que nous percevons et parfois nous pouvons comprendre des choses, certaines choses. Et enfin, nous imaginons. Ce sont cinq modalités qui ne sont pas exhaustives ici, hein, mais qui aident à se représenter l'interaction que l'homme, en l'occurrence enfin peut-être aussi les êtres vivants, mais en tout cas l'homme ici, et le réel, l'univers, ce qui nous entoure. Quand nos réalités deviennent objectives, nos réalités, c'est ce que j'ai mis soit dans des bulles, soit dans des formes de flash étincelles. Quand nos réalités deviennent objectives, c'est-à-dire qu'elles sont communes à beaucoup de gens et qu'elles sont vérifiables par le raisonnement ou par l'expérimentation, elles constituent nos connaissances, ou ce qu'on appelle l'épistémé. Donc des connaissances philosophiques, des connaissances médicales, des connaissances philosophiques, etc. Donc, par exemple, ici, sur ce transparent, en tout cas à gauche du transparent, vous imaginez un cylindre en apesanteur dans l'espace. Si vous êtes un observateur, toujours dans le petit dessin à gauche, qui est sur la partie droite, derrière l'écran plus ou moins jaune, donc derrière cet écran plus ou moins jaune, ce que vous apercevez, c'est un cercle, c'est votre vision. Si vous êtes à l'inverse, toujours dans le même dessin, un observateur à gauche, et vous effectuez des mesures par exemple, et que les résultats peuvent vous donner un carré, vous allez alors dans les deux cas constituer des épistémés, donc des connaissances différentes. Dans un cas, vous allez peut-être vous dire, et comme tout le monde va le vérifier, vous allez vous dire que finalement le réel est sphérique, tout y est circulaire, donc celle du haut à droite. Ou au contraire, si vous êtes plutôt un observateur de la gauche, là, et que vous observez, grâce à vos mesures que vous refaites et refaites, vous observez toujours des cubes, eh bien vous allez vous dire que finalement, dans l'épistémé que vous allez composer, tout est cubique au carré. L'équivalent en philosophie, c'est bien sûr la métaphore de la caverne de Platon. Un autre exemple, si vous êtes le jeune Isaac Newton, là, au Trinity College ou quelque part plus tard ailleurs dans un de ses laboratoires, à la fin du XVIIe, XVIIIe siècle, et vous observez la chute d'une pomme, votre réalité perceptive, donc la réalité qui est mise en bas, va peut-être alimenter une réalité mentale, intellectuelle, donc juste au-dessus, et vous allez essayer de trouver les lois de la gravitation. Donc dans ces cas,
si vous procédez un peu comme Isaac Newton, vous allez peut-être à court terme faire une sorte de formaliser votre connaissance sous forme des lois du mouvement d'Isaac Newton, donc le mouvement newtonien, les lois ou la gravité newtonienne. Si plus tard vous continuez dans ce registre, vous allez peut-être effectivement créer une épistémée plutôt par exemple en matière de balistique. Toujours en physique, mais 2 siècles plus tard, si vous êtes Alain Aspect et vous avez décidé de concevoir une expérimentation en laboratoire qui va valider ou invalider la mécanique quantique. Alors il va vous falloir concevoir un mécanisme de génération de paires de photons intriqués. Ici sur le dessin, on ne voit qu'une des paires, c'est la paire bêta en rouge qui est à gauche du dessin, et l'autre, elle est encore plus loin à gauche, hein. Donc 2 paires intriquées. Et puis il va falloir aussi concevoir des mécanismes de détection de chaque photon. Donc là toujours le mécanisme ou l'analyseur B pour le photon B ou bêta. Mécanisme que vous allez peut-être rendre pour une détection aléatoire comme a fait Alain Aspect, et vous allez effectuer des mesures violant ou non les célèbres inégalités de Bell. Donc dans un cas, vous avez une réalité qui va être la mesure locale de l'état du photon, pardon, et une autre réalité, c'est-à-dire la modélisation de l'intrication, même si celle-ci vous était fournie un petit peu avant. Et les 2 épistémés qui en ressortent sont le savoir-faire expérimental, hein. Il a fallu 2 ans pratiquement, je crois, à Alain Aspect pour monter cette expérience, et la confirmation d'une épistémée qui s'appelle la théorie de la mécanique quantique. Enfin, si vous êtes plutôt Léonard Euler, mathématicien russe du XVIIIe siècle, vous établissez une relation entre une valeur réelle x et les nombres complexes, la trigonométrie, donc selon des formules qui ne seront pas exposées ici. Mais si vous poursuivez et puis vous remplacez dans votre formule x par la valeur pi, hein, 3, 14, 15, etc., vous en déduisez l'identité dite d'Euler, hein, celle qui est à gauche et qui s'écrit e puissance pi plus 1 égale 0. C'est une identité remarquable et qui concentre à la fois les 5 grandes constantes très importantes. Ici, vous n'êtes absolument pas du coup dans l'espace matériel, vous êtes plutôt dans un espace immatériel, un espace dans lequel vous jonglez avec les symboles, les constantes universelles, hein, donc la constante E de l'air, la constante I dans les complexes, hein, I au carré égale moins 1, pi, 0 et 1. Et comment dire, vous pouvez peut-être aller plus loin dans votre réalité pour, par exemple, concevoir peut-être des points dans le plan complexe, un plan matériel sur lequel effectivement vous pouvez dessiner un point par exemple et faire des mesures. Dans ce cas-là ici, vous pourriez vous demander si finalement cette réalité que vous avez établie, hein, qui est très mathématique, est-ce que c'est là aussi exactement le réel? Alors, je l'ai mis du côté du réel dans le schéma à gauche, mais la question reste toujours, est-ce que c'est de plus en plus proche le réel du monde immatériel, ou est-ce que cette réalité est encore légèrement distincte de la façon dont, se formule, se crée le réel. Derrière ces quelques exemples, et surtout grâce aux travaux de nombreux scientifiques et philosophes, hein, Spinoza, David Bohm et bien d'autres que j'ai cités, le réel, c'est-à-dire toujours ce qui est, semble avoir 2 aspects. Pour essayer d'approcher le réel, les réalités que l'on essaie d'établir, elles semblent aussi se décliner en réalité, appartenant à deux espaces, l'un des types à l'espace immatériel, hein, celle que j'ai représentée en verte, donc la perception d'un cercle, la découverte
la découverte de constantes fondamentales, l'analyse de l'intrication, donc des réalités qui sont plutôt de l'espace matériel et d'autres réalités qui sont plutôt dans l'espace matériel cette fois, ou physique, donc celles qui sont en bleu en dessous. Le fait de pouvoir mesurer, d'avoir une mesure locale d'un effet ou d'une variable, de mesurer un point dans un plan. À ce stade, quand nous parlons du réel, donc la partie de gauche, et donc de ces deux aspects, nous éviterons de formuler quoi que ce soit en termes de ces aspects. Par exemple, il n'est pas question pour l'instant à ce stade de dire qu'ils sont fondamentaux, des éléments fondamentaux du réel ou de l'univers, ce serait du dualisme, ou que l'un dépend de l'autre ou émerge de l'autre, ça serait du monisme, on le verra plus tard. Mais pour l'instant, on se cantonne de faire état du fait que le réel se manifeste à nous, ou s'incarne, ou émane de deux façons. Ce sont deux aspects. Et donc du coup, si on maintient cette hypothèse d'un réel à deux aspects, donc toujours à gauche sur la diapositive, un aspect immatériel réel et un aspect matériel, il est impossible de faire autrement pour l'être humain, qui évidemment est plongé dans l'univers, dans ce réel, donc la partie du milieu. Et donc l'être humain, tout comme le reste de l'espace de l'univers ou du réel, lui aussi a deux aspects. Ces deux aspects ont des noms. Ce sont l'esprit pour ce qui est la partie verte ou immatérielle, et le corps pour ce qui est de la partie bleue ou de la partie matérielle. Bon, en fait, certains d'entre nous sommes convaincus qu'il y en a un troisième aspect. On dit souvent âme, corps, esprit. Donc le troisième étant l'âme, mais c'est pas le sujet ici. Alors bien sûr, en tout cas bien sûr parce que nous on le vit comme ça, l'esprit et le corps de l'homme communiquent, en l'occurrence via le cerveau de l'homme, via notre cerveau, et plus particulièrement via son réseau de neurones ou de synapses. Et donc comment ça marche? Eh bien, par exemple, la perception de nos 5 sens, donc dans la partie bleue dans un premier temps, correspond finalement à des signaux qui sont transmis dans l'espace matériel, et que le cerveau, les différents cortex reçoivent et transforment pour les passer, donc la flèche ensuite verticale, pour les passer à l'esprit. Dans l'autre sens, là j'ai fait le sens montant, dans l'autre sens, si l'esprit décide d'un comportement, d'une action, par exemple tourner la tête, lever le bras, cette information, cette représentation de comportement ou d'action est passée par une façon qui est encore à élucider, sous forme de signaux de mouvement émis dans le cortex sensivo-moteur, ou le cortex moteur, et qui ensuite, ces signaux sont évidemment transmis aux muscles correspondants pour opérer le comportement ou l'action qui est demandée par l'esprit. J'ai peut-être oublié de dire que ici l'esprit va rassembler toutes les facultés mentales, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. On l'expliquera plus tard, ce que peut être une spécification de l'esprit quand il est conscient, donc de l'esprit conscient. Mais ici, esprit, c'est toutes les facultés mentales, conscientes ou inconscientes. Donc le réel dehors se manifeste, on l'a dit, probablement en deux aspects, et l'homme dedans, probablement de la même nature. Donc deux aspects immatériels et matériels. Donc grâce à ça, on peut peut-être un peu poursuivre et éclaircir davantage ce qui peut être à l'œuvre lorsqu'on est en interaction, lorsqu'on perçoit des choses ou lorsqu'on intuite ou que l'on contemple. Donc qu'est-ce qui est à l'œuvre? Donc on va commencer ici par l'espace physique, donc l'espace matériel en bleu avec le lever du soleil en bas à gauche. Et donc dans ce cas-là, mais je l'ai dit, percevoir, interagir et mesurer. Par exemple, il y a d'autres modes d'interaction, mais ce sont quand même les principales, vont avoir pour base des signaux qui vont transiter dans cet espace bleu, dans cet espace physique, ça c'est représenté par la flèche en noir, et le cerveau va transformer quelques-uns de ces signaux, ou les compiler pour en faire quelque chose que l'esprit va pouvoir traiter,
Et ça va correspondre à la perception. La perception, c'est de bout en bout, c'est aussi ce que l'esprit va pouvoir en faire et comment il le reçoit. Et puis, bien sûr, dans l'autre sens, il va pouvoir décider et on va arriver avec la flèche verticale dans l'autre sens qui va redescendre vers le cerveau, vers le bon cortex. Dans ce cas, pour ce qui est de la compréhension ou les réalités conçues par l'homme à propos de l'espace matériel réel, donc uniquement la partie bleue, le travail, la réalité qu'en fait l'homme, sous forme d'imagination, de compréhension, peut-être d'intuition, ces choses-là, bien sûr, appartiennent à l'espace immatériel. Elles sont aussi mises en verte pour bien le démontrer, pour bien le rappeler. Elles sont déposées dans cet espace. Mais ce que je veux montrer ici sur ce transparent, en effaçant un petit peu le réel immatériel en vert, donc en le rendant un peu plus transparent, c'est que peut-être que cette imagination ou cette compréhension que propose l'homme n'est pas exactement ce qu'est le réel, hein, on l'a vu dans quelques exemples. Et donc du coup on dirait que c'est une connaissance partielle qui grosso modo permet d'avancer mais qui n'est pas exactement le réel. Quand ensuite, à l'inverse, on considère euh, l'espace immatériel réel, donc la partie à gauche, comme la pluie d'informations du film de Matrix, euh, là, l'esprit peut certaines fois saisir certains éléments fondamentaux, soit de l'espace réel directement, ça peut arriver, mais ça arrive davantage dans cette perception quand effectivement on aborde le domaine mathématique. Enfin, je crois que c'est ce qui se passe quand on aborde les domaines mathématiques, c'est-à-dire quand effectivement dans l'espace immatériel, il y a des choses qui s'appellent l'identité de l'air, qu'on vient de voir, les 5 solides de Platon, la suite de Fibonacci, la nature des nombres premiers, un certain nombre de choses qui sont liées aux mathématiques qui ont des propriétés juste éblouissantes, eh bien, la perception, la compréhension qui a lieu, qui est faite par l'esprit à droite, là, donc du scientifique par exemple, qui va formaliser ses idées, c'est peut-être des choses qui sont assez proches du réel, qui en tout cas restent dans le domaine de l'immatériel, bien évidemment. Et ensuite, d'où la partie en bleu qui descend avec les flèches. Ensuite, il peut décider de mettre en place des actions, des expérimentations, de fabriquer des instruments, hein. On en a fabriqué un, par exemple, je vous en montre un sur le transparent. Et les instruments de mesure, les appareils de mesure lui permettront par exemple de valider quelques concepts et de lui renvoyer des informations, soit sonores, soit visuelles, toujours sur le plan matériel, toujours en bleu. Si je continue dans les exemples, quand je prends les physiciens quantiques comme Alain Aspect, et qui mettent en place, par exemple, les physiciens qui mettent en place des expériences violant ou pas les inégalités de Bell, pour essayer de prouver qu'un photon peut impacter instantanément son jumeau quand il est à distance. Donc je rappelle que sur le dessin ici, on va juste regarder, on est du côté du photon B avec le détecteur ou l'analyseur B. Le A, il est encore plus loin à gauche sur le dessin. On imagine qu'il est peut-être à des kilomètres de distance et nous, on est comme Alain Aspect, on est là à côté de ce détecteur-là. Eh bien, qu'est-ce que l'on fait quand on fait cette expérience-là? Eh bien, on raisonne aussi, on utilise aussi une formalisation de l'intrication. En utilisant un outil mathématique qui est connu des physiciens quantiques, hein. Donc ici, en vert au-dessus du détecteur, c'est la fonction d'onde, donc une formule mathématique hein, qui en fait explique que le photon il est dans une superposition d'états en même temps. En tout cas, c'est ce que veut signifier cette formulation-là. Ce que l'on prouve dans les expérimentations telles que faites par Alain Aspect, c'est qu'effectivement la formule mathématique est parfaitement adaptée, elle est tout à fait correcte. Toutes les expérimentations sont conformes aux résultats de probabilité que la fonction d'onde porte. Par contre,
Alors, j'aurais peut-être pu le mettre en flou. Est-ce que c'est le comportement exact du réel, donc du photon, ou des photons intriqués, ou est-ce que c'est juste un outil mathématique pour représenter quelque chose qui est dans la description des expériences? Bon, la question est encore ouverte, même si elle se ferme de plus en plus et on commence à avoir des réponses. En l'occurrence, Carlo Rovelli, toujours en mécanique quantique, et ici avec la mécanique quantique relationnelle, donc RQM, lui, il a posé les bases d'une théorie de l'information qui en fait est remontée qui est capable d'expliquer toutes les lois de la physique quantique, rien que par une théorie de l'information. Et il va démontrer dans sa mécanique quantique relationnelle que finalement l'information correspondant à... Imaginons que l'observateur au milieu, là, avec son esprit en vert et son cerveau en bleu, que ce soit l'observateur 1, et ce soit lui qui fasse une mesure du photon B pour savoir dans quel état il est, et bien cet observateur O1 et la mesure qu'il va obtenir, donc O1 par exemple, ça peut être O2, hein, ben cette information-là qu'il va obtenir va être purement locale. Il va prouver que du coup c'est tout à fait conforme à la relativité générale, et que pour que cette information de la mesure par l'observateur O obtenant la valeur O1 ou O2, pour que cette valeur ait une valeur absolue, donc pas uniquement relative à l'observateur mais absolue pour tout le monde, bah, il va falloir effectivement que d'autres échangent l'information avec l'observateur, donc qui est un échange d'informations. Mais en tout cas, l'information de mesure est uniquement locale. Grâce à ça, Carlo Rovelli, et donc avec sa mécanique quantique relationnelle, fait progresser là aussi, par exemple, les connaissances, donc le réalisme scientifique, de plus en plus proche par rapport au réel. Quand Albert Einstein, pour le phénomène de gravitation, complète un peu ou améliore ce qu'avait fait Isaac Newton, donc il conçoit, il imagine un autre type de réalité, un autre modèle pour la gravitation. Donc il a conçu celui de la relativité générale. Donc avec au-dessus d'Isaac Newton et de sa formule, eh bien au-dessus j'ai représenté l'espace-temps courbé sous la masse de la Terre ici en l'occurrence. Ça pourrait être une autre planète ou un solide, etc. Et donc du coup cette transformation qu'il propose de notre réalité, il change notre compréhension du réel, mais il change notre compréhension du réel. Donc notre compréhension, c'est-à-dire notre réalité devient, en tout cas à l'échelle cosmologique, donc à grande échelle avec les constellations et les étoiles, devient plutôt un espace-temps et pas quelque chose comme une grosse pomme, une grosse étoile qui vient tomber, ou une grosse planète qui vient tomber sur une étoile. Mais ceci dit, ça reste une réalité. C'est-à-dire que cette compréhension du réel, il nous l'a transformé, mais c'est pas forcément le réel que Einstein a transformé. Parce que nous ne savons pas, et peut-être que nous ne saurons jamais, ce qu'est le réel, ce qui est derrière le voile de ces perceptions, de nos intuitions et de nos connaissances, hein. J'ai pensé qu'il est intéressant aussi, toujours dans les exemples, de prendre celui d'un ordinateur qui lui aussi a deux aspects, hein. Donc d'un côté en bleu, à gauche en bleu, même si je ne l'ai pas représenté, mais toute la mécanique derrière, donc les transistors, les circuits, l'écran que vous pouvez voir, qui constitue donc du coup la dimension ou l'espace matériel de l'ordinateur, donc son hardware. Et au-dessus, en bleu, le langage de programmation, les programmes réalisés par un programmeur, qui eux, du coup, en matériel, vont représenter l'aspect immatériel de l'ordinateur, donc le software. Donc hardware à gauche, en bas en bleu, et pour le premier, et software en haut à gauche pour le second, donc en vert. Et évidemment, sans software, donc les programmes logiciels, bah, la machine sous-jacente, ce n'est qu'un réseau de circuits et de processeurs. Et sans hardware, donc en bas, le programme logiciel n'est d'aucune utilité, il ne peut pas s'exécuter, donc il ne peut pas rendre des résultats par rapport à ses calculs. Bon, néanmoins, cette analogie entre l'ensemble cerveau et esprit, donc ce que j'ai mis au milieu, et l'ensemble
l'ensemble logiciel, hardware d'ordinateur à gauche est un peu trompeuse, l'analogie est un peu trompeuse. Euh, Parce que, en fait, l'espace immatériel logiciel en vert de l'ordinateur n'est pas exactement la facette de ce que fait, de ce que seraient matériellement les transistors et autres circuits électroniques dans l'ordinateur, donc en bleu. Ce qui serait plutôt l'équivalent si on avait une meilleure correspondance, une meilleure corrélation entre la partie immatérielle et la partie matérielle, ce serait plutôt au niveau immatériel, ce serait plutôt des bits, donc des éléments d'information, donc des choses qui valent 0 ou 1. Et bien sûr, surtout les opérateurs logiques que l'on peut faire dessus. Donc 0 et 1, qu'est-ce que ça donne? 0 ou 1, donc les opérations logiques dessus. Et donc, ce qui est montré ici dans l'espace immatériel, qui est le logiciel utilisant ces bits et les opérations possibles dessus, lui, il est conçu par l'homme. Donc l'analogie est perfectible. Bon, néanmoins, on voit bien qu'il y a des choses qui existent en termes de correspondance entre l'immatériel et le matériel, là aussi. Donc, par exemple, entre les bits et les transistors, même si, pour vraiment que ça soit utile, on rajoute quelque chose pour que l'homme puisse vraiment mieux manipuler les bits correspondant au matériel de l'ordinateur. Alors, nous venons de voir dans ce début d'introduction des notions, des terminologies, et terminologies que nous utiliserons. Bon, d'une part, nous avons vu que le réel pourrait avoir deux aspects, donc on insiste à deux aspects, on ne sait pas trop si c'est des éléments fondamentaux. Donc l'immatériel ou le mental et le matériel ou le physique. On a vu aussi que l'homme perçoit, qu'il interagit, qu'il établit une compréhension de tout ce réel, que ce faisant, quand il perçoit, quand il essaye de comprendre le réel, bah, il conçoit des réalités, donc des réalités pour lui, des réalités pour nous en général. Donc là, on a bien vu qu'on distinguait la réalité en soi, qui est la réelle, la partie gauche, et puis la réalité un peu pour nous, qui est plus ou moins proche du réel, et que j'ai mis au milieu de ce diapositive. Euh, Nous avons vu aussi que les éléments de ce réel qui étaient observés jusqu'à présent dans nos exemples, c'était plutôt, étaient plutôt à l'extérieur de l'observateur, à l'extérieur de son corps, donc à l'extérieur de l'homme en général. Donc c'était des photons pour un scientifique expérimenteur, un ordinateur, une pomme. Mais en fait, et c'est tout l'objet de cette suite de présentations ici, c'est que ça va se corser quand effectivement l'objet d'étude, ou quand l'homme au milieu, là, au milieu, s'il est biologiste, neurophénoménologiste, philosophe, psychologue, scientifique, en fait, quand il va prendre pour sujet d'étude, donc sous la loupe à gauche, quand il va prendre non pas l'espace réel en général, donc ce qui est dehors dans la nature, mais lui-même, c'est-à-dire les deux aspects d'un être humain, c'est-à-dire l'esprit et son corps, et en particulier, parce que c'est par ce biais-là que va avoir lieu l'interaction, en particulier son cerveau. Alors, quand le réel étudié devient l'esprit et le cerveau, quand il devient l'homme pensant et non plus une paire de photons, une pomme qui chute ou d'autres, bah, l'interaction au niveau physique, celle que justement j'ai enlevée en bas, au niveau bleu, l'interaction au niveau physique qui permettait de capter des signaux venant de l'élément extérieur observé et de les interpréter, pour ensuite mieux comprendre, se faire une perception des choses et se faire une réalité, bah cette chose-là, cette interaction n'existe plus. Ou en tout cas, elle est très réduite. Donc la flèche horizontale dans l'environnement bleu a été remplacée par un point d'interrogation qu'on peut mettre là où je l'ai mis, mais qui peut être aussi en bas. Parce qu'évidemment, idéalement, quand on étudie l'esprit et le corps, idéalement, il s'agirait ici d'étudier des signaux neuronaux, donc dans la partie centrale, des signaux neuronaux ou synaptiques correspondant au cerveau dans telle fonctionnalité mentale, voire même à telle représentation qui correspond exactement à telle représentation mentale. Donc par exemple, l'image neuronale dans le cerveau correspondant à un soleil
Et il s'agirait, donc dans la partie du milieu, hein, donc de l'observateur avec son propre cerveau, il s'agirait de pouvoir transmettre à son propre esprit l'information, l'image neuronale correspondante du soleil, pour ensuite être traité et qu'il puisse faire l'association en disant ah oui, je vois un soleil et voilà l'image ou le signal que m'envoie mon cerveau. Évidemment, c'est impossible de faire cette distinction. Ça serait une question de boucle qui nous rendrait probablement la vie impossible. En tout cas, c'est impossible. C'est impossible. Et donc, du coup, plutôt que. Donc, d'où le point d'interrogation que j'ai mis au milieu, là, est-ce qu'on est capable de filtrer l'information venant de son cerveau pour faire le lien entre les éléments de l'esprit, l'information que l'on se visualise, je vois un soleil, et puis l'image neuronale, donc point d'interrogation. Donc la seule chose que nous sachions faire, en fait, est de cartographier l'activité neuronale d'une autre personne, d'un tiers, donc sur la partie de gauche, et de l'associer aux représentations mentales ou aux fonctions mentales qu'il dit avoir. Bon, c'est un peu plus grossier, on a un peu moins de détails, mais déjà on positionne de mieux en mieux le cortex correspondant. On positionne, semble-t-il, aussi des populations de neurones correspondant à telle image. Donc on progresse. Mais voilà à peu près ce qu'il s'agirait de faire, c'est-à-dire de bien comprendre quelles sont les populations ou la structure neuronale correspondant à une image, en l'occurrence une image mentale, et en l'occurrence ici le soleil. Il y a des choses aussi que l'on peut faire entre l'esprit et son corps, plus que son cerveau d'ailleurs, c'est si vous pratiquez un peu de méditation, vous pouvez avec votre esprit naviguer dans la carte mentale que vous avez de tout votre corps. Donc, c'est-à-dire vous posez votre attention, votre esprit conscient, vous le posez sur le souffle, que vous n'écoutez que votre souffle et c'est l'attention qui est concentrée sur lui, ou vous pouvez mettre votre attention sur des orteils de pied, mais évidemment, vous ne pouvez pas le mettre sur votre propre cerveau, ce qui confirme qu'il y a un certain nombre de protections dans nos propres mécanismes qui font que on n'a pas une sorte de boucle, comme une sorte de boucle de Larsen, là, où on pourrait faire sur nous-mêmes, donc dans les deux images du milieu, qu'on pourrait faire sous nous-mêmes des analyses de ce qui se passe pour telle image et avec tel type donc ça irait sinon à un niveau de profondeur qui serait gigantesque et probablement peut-être même très dangereux. Et donc là, on l'a fait un peu plus tôt pour le cerveau, en disant qu'on avait une difficulté, qu'on était limité. Et en fait, pareil pour l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit ne peut pas lui-même s'auto, s'auto-examiner, il n'y a pas une partie de l'esprit qui dit tiens là je vais regarder ce qu'est la partie que j'utilise et où est-ce que j'utilise quand quelle faculté j'utilise quand je suis plutôt en train de penser, d'imaginer, de contempler, etc. Donc en fait, que peut faire l'esprit, donc l'esprit du théoricien, l'esprit du philosophe ou du scientifique, en l'occurrence vis-à-vis de cet ensemble esprit-cerveau, donc vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis de l'esprit-cerveau de tout être humain, il ne pourra que le modéliser. C'est-à-dire qu'il ne pourra que imaginer par exemple des représentations mentales pour le mental, hein, pour la partie verte réelle, sachant qu'il peut imaginer pardon, ces représentations mentales, et puis il pourrait concevoir un modèle aussi, donc toujours en vert, associé au cerveau, là en l'occurrence j'ai représenté l'espace global neuronal de Stanislas de N, dans lequel on pourrait imaginer que le cerveau et son réseau de neurones, c'est un espace, il existe un espace de travail dans lequel on met tout ce qu'on voudrait pour être conscient. En tout cas, concernant le cerveau d'une part, donc cet espace de travail que j'ai mis ici sous la flèche verte, et les représentations mentales pouvant représenter le mental, l'esprit, ce sont que des réalités, c'est-à-dire que des conceptions. On n'est pas dans le domaine ici du réel.
et pour cause, parce que s'il il fallait il y a un intéressant, des approches intéressantes, par exemple celle d'Hofstadter dans son livre Gödel, Escher et Bach, ou Bach, Les brins d'une guirlande éternelle, pour expliquer la difficulté d'aborder la partie autoréférentielle de l'esprit, voire même l'impossibilité. Et donc dans cette approche, dans ces analogies, il montre comment, que ce soit dans le domaine des mathématiques avec le théorème de Gödel, ou que ce soit dans le théorème du dessin avec les fameux escaliers de Escher ou même Bach, et bien finalement, on a des choses qui, si elles bouclent sur elles-mêmes, sont certes auto-référentielles, mais deviennent un peu compliquées, quoi. Donc du coup, sur le plan des observations matérielles, s'il y a un certain nombre de choses que l'on ne peut pas faire avec le cerveau, donc sur le plan des observations matérielles ou visuelles, pour valider par exemple notre théorie du fonctionnement esprit et cerveau, une possibilité scientifique, peut-être la principale, donc on l'a dit, hein, ça sera de modéliser ou de théoriser quelque chose, de concevoir des expériences ou des expérimentations pour valider ou invalider cette théorie. Et ici, en l'occurrence, faut peut-être aller imaginer des expériences ou des expérimentations qui vont toucher un élément de matière qui ne soit pas notre propre cerveau, puisqu'on a dit qu'on aurait du mal à voir et de filtrer les éléments correspondants dans le cerveau. Donc ici, l'exemple qui est pris, c'est une cuillère et la déformation possible d'une cuillère. Bon, voilà, c'est ce type d'expérience, et il y en a bien d'autres, qui pourraient valoir le coup de commencer à aborder pour ne plus être limité par le fait que une information remontant de notre cerveau dans des expériences ne sera pas capable d'être filtrée et on n'aura pas le phénomène de tri entre ce qui est remonté et ce qui concerne notre expérience. Bon, j'en ai cité une ici, donc du coup la télékinésie. Je pense qu'il y en a quelques autres d'autres, hein, des expériences ou des expérimentations qui sont plus ou moins dans un domaine scientifique, enfin dans un domaine scientifique classique. Par exemple, on peut penser aussi aux synesthésies introduites par Carl Jung, hein. Les synesthésies, c'est l'association entre un message extérieur matériel en bleu, par exemple un oiseau ou une série d'oiseaux qui viennent se montrer sur le fil devant votre cuisine, et un élément immatériel en vert qui lui correspond, et qui en l'occurrence peut correspondre par exemple au décès d'un proche, directement associé à ces oiseaux qui se déplacent, quoi. Donc du coup des synesthésies. Mais en tout cas, bon, ça pourrait nous emmener un peu trop loin, et je pense, mais ça se vérifie, que les données exploitables dans ces autres domaines manquent encore un peu pour pouvoir vraiment faire une base de travail objective avec maximum de données, et pour ensuite en déduire un modèle. Ainsi, le travail vraiment qui peut être fait par ce théoricien-là, c'est donc du coup de modéliser. Et les modèles ou les théories euh, qu'il va faire vont inclure à la fois le mental, on l'a dit, et le cerveau, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Donc la partie verte adjointe avec une petite flèche verte au milieu, quoi. Donc par exemple, je me répète, par exemple le modèle de représentation mentale pour ce qui est de l'immatériel, donc ce qui est en dedans de nous, dans notre esprit, et par exemple une représentation du cerveau de neurones et des synapses pour le matériel, ou l'espace global partagé pour les neurones conscients. Mais notons à nouveau que ce ne sont que des réalités, ce sont que des hypothèses qui visent à concevoir des expériences. Et en tout cas, grâce à ça, on formalise nos connaissances, hein, donc c'est des épistémés que l'on formalise, que l'on partage, que l'on fait évoluer. Et en l'occurrence, elles sont de deux types pour l'instant. Donc le type plutôt dans le registre immatériel ou esprit, bien la psychologie cognitive, les neurosciences cognitives, la philosophie de l'esprit, et bientôt les sciences de l'esprit d'ailleurs. Ça c'est pour l'un, pour l'immatériel, mais pour ce qui est plutôt du réseau neuronal, eh bien les neurosciences, le modèle du cerveau bayésien. Il y a même certains qui commencent à avancer le modèle du cerveau quantique pour l'autre. Donc voilà, on travaille avec des modèles.
D'où le titre, jusqu'à encore récemment, ces réalités épistémologiques, ces domaines de connaissances scientifiques ou philosophiques sont donc ce que nous avons conçu à propos de nous-mêmes, donc à propos à la fois de notre esprit et de notre cerveau, sont, étaient encore assez, n'étaient pas intégrés, n'étaient pas unifiés. Donc notre réalité était difficile à concevoir de façon cohérente pour bien comprendre ce qui se passe entre l'esprit et, par exemple, les neurones dans le cadre d'une décision ou dans le cadre de la réception d'une image visuelle. Ce qui a été fait jusque-là pour essayer d'unifier un peu les réalités, on peut les catégoriser en trois grands types d'épistémées, ou en tout cas d'approches. Donc c'est la partie de droite, hein, soit on procède selon un monisme. Un monisme, c'est la considération comme quoi tout est la même substance. Donc l'esprit et la matière feraient partie de la même, seraient issus de la même matière, de la même substance. Et donc le monisme idéaliste, comme chez Platon, eh bien cette substance unique, c'est l'immatériel, ce sont les idées, c'est tout ce qui est au niveau de l'espace immatériel. Et donc ce cadre-là, ce qui est matériel, ce qui est physique, ça serait une illusion. À l'opposé, le monisme physicaliste, ou monisme dans lequel tout est issu de la même substance, et bien la même substance ici, ça serait la substance matérielle, donc le physique, hein, les atomes, les molécules, etc. Et donc l'esprit, dans ce cadre-là, soit aussi est une illusion, soit c'est une propriété émergente d'un système complexe de matière. Alors il y a des inconvénients à ces deux monismes-là. En l'occurrence, vis-à-vis de l'explication de l'interaction entre cerveau et esprit. On peut ensuite arriver au dualisme, donc la partie du milieu, donc le fameux dualisme de René Descartes, hein, qui sépare bien l'ares cogitans, donc l'esprit, et l'ares extant quelque chose, donc la matière. Ce dualisme-là, par contre, n'explique toujours pas comment. Alors, il annonce que les deux sont des substances en tant que telles, donc radicalement différentes, hein, l'esprit et la matière, mais il ne peut pas expliquer comment elles interagissent. Et puis enfin, un sur lequel on va davantage insister au cours de ces vidéos, c'est un monisme neutre, avec une petite déviante, ou en tout cas un petit ajout, un monisme aussi à double aspect. Ce sont deux monismes proches mais légèrement différents, et nous y reviendrons. Et dans ce cadre de monisme-là, l'esprit et les matières sont plus probablement deux facettes d'une même pièce, d'un même réel, qui lui serait neutre. Donc, considérant que l'esprit et les matières sont peut-être deux facettes, deux émanations, deux manifestations de quelque chose qui s'appelle le réel et qui serait neutre, eh bien ça peut peut-être expliquer, ça ouvre un champ sur les interactions entre l'esprit, entre ces deux facettes. Et donc ça ouvre tout un champ de possibilités qui justement vont être un petit peu explorées plus loin. Donc du coup, par rapport à ces monismes, dualisme, j'ai pas parlé du panpsychisme, de l'émergentisme, etc. Comment départager ces réalités, et surtout des réalités unifiées qui permettent, dans un système de pensée ou dans une théorie cohérente, bien de traiter des interactions. Eh bien, pour les départager, on doit pouvoir justement expliquer l'interaction entre l'esprit et la matière sans avoir à inventer des choses au sein de la théorie. Donc par exemple, ça devrait pouvoir expliquer dans une telle théorie unifiée ce qui se passe comme interaction entre notre esprit et notre cerveau pour nos activités quotidiennes. Hein, quand on perçoit dehors, quand on met en place des comportements, quand je décide de lever le bras, ou je ressens de la douleur, ou je décide de tourner la tête. Qu'est-ce qui se passe entre esprit et réseau de neurones
à l'intersection des deux. Mais si c'est un peu plus difficile, enfin en tout cas on peut déjà commencer par ça, mais voir aussi potentiellement aller au-delà des interactions entre notre esprit et notre propre cerveau pour aller à des interactions entre notre esprit et une matière extérieure à notre corps, comme ici la cuillère. Parce que cette interaction-là, qui est à la fois en verte dans le modèle entre les deux éléments de modèle réunifiés, mais qui est aussi en bleu dans l'élément du réel, c'est-à-dire entre l'information en haut et la cuillère en bas, bah, cette interaction-là, qui est en fait probablement ce qu'on appelle de la télékinésie, bah, elle va être observable, parce que si on réussit dans un modèle de dire ce qui se passe et en plus de vérifier par le canal matériel, donc par ce que reçoit, par notre perception, par notre vision, on voit la fourchette se déformer. On a à la fois un retour expérimental de la fourchette qui se déforme, en plus d'un modèle qui exprimerait ce qui se passe quand effectivement l'information arrive auquel est décidé au niveau de notre cerveau, et ça pourrait nous mener bien plus loin, même si c'est très 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 compliqué à imaginer, et il y a des contraintes très fortes pour pouvoir le mettre en place. Donc on clôture cette partie introductive, hein, donc avec les notions, les terminologies, et puis les hypothèses prises. Donc pour ce qui est des terminologies, hein, nous avons dit que le réel, c'est ce qui est en soi, c'est la réalité qui est en soi, c'est ce qui est derrière un voile de compréhension, de perception. Que la réalité, donc dans la bulle de ce que l'on essaye de percevoir et de comprendre au milieu là, eh ben, cette réalité, c'est ce que nous percevons, que nous comprenons. C'est pas exactement tout le temps le réel, mais ça peut en approcher. Et nous avons vu dans cette première partie introductive que finalement, les trois zones d'ombre ou les trois hypothèses qui ont été prises, c'est que d'une part, on peut se le demander encore, mais est-ce que le réel ontologique, hein, ce qui est en soi, est-ce qu'il est neutre et avec des facettes ou des émanations ou des manifestations comme celles qui ont été proposées ici? Donc est-ce qu'il y a des moyens de vérifier ça ou d'aller plus loin sur cette hypothèse-là? Deuxième hypothèse, qu'est-ce qui se passe quand on observe, quand on interagit, quand on fait une intuition, quand on réalise ou qu'on conçoit une réalité au sens de ce qui a été dit plus haut, et quel est le rôle de la conscience dans tout ça? D'ailleurs, quelle est sa nature, si on peut? Et enfin, quelle est la meilleure finalement, ou existe-t-il une réalité unifiée, une conception humaine, philosophique et ou scientifique qui modélise vraiment l'interaction esprit-matière, matière en général, et de façon cohérente, et qui nous permettrait ainsi de concevoir des expériences ou des expérimentations. Ça serait la troisième partie de ce que j'aborderai après cette phase d'introduction. Voilà, et bien j'espère que vous avez hâte de lire la suite, et je suis preneur de vos commentaires. Merci.